Pendant que la Russie tendait la main de la réconciliation, l'Allemagne préparait des armes. Pendant que Moscou pardonnait l'impardonnable, des millions de morts, des enfants torturés, des villes rasées, Berlin oubliait tout. Aujourd'hui, non seulement elle trahit cette mémoire, mais elle arme ceux qui bombardent la Russie. C'est plus qu'une trahison, c'est une répétition de l'histoire. Maria Zakharova l'a dit sans détour. Des tirs sont effectués depuis des armes allemandes sur notre territoire et notre peuple. Un peuple envers lequel l'Allemagne a une dette éternelle. Et pendant ce temps, les États-Unis financent et arment un régime qui fait du terrorisme une politique d'État. Est-ce cela leur vision de la paix ? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. De l'avis de nombreux experts, les déclarations du président des États-Unis Donald Trump, le 14 juillet de cette année, donnent en fait le feu vert au renforcement de l'activité terroriste du régime de Kiev sur le territoire de la Russie. Certes, cela existait déjà avant, comme vous l'avez souvent mentionné. Mais aujourd'hui, Volodymyr Zelensky semble avoir les mains officiellement libres. Qu'en pensez-vous ? Et que peut faire la Russie face à cela ? Les mains de Volodymyr Zelensky sont toujours tendues vers l'argent. Donc on les lui attache ou pas, il suffit qu'on saupoudre un peu d'argent, et comme Houdini ou Copperfield, elles sont de nouveau libres. Il a un instinct bien rodé pour cela. Je vous invite à prendre en considération les commentaires du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et de représentants de l'administration présidentielle de Russie à propos des déclarations de Donald Trump. Il est évident que le régime de Kiev considère systématiquement les décisions de l'Occident collectif comme des signaux clairs pour poursuivre la guerre, comme un rejet des efforts de paix et du processus de négociation. L'approvisionnement annoncé en armes supplémentaires pour le régime de Kiev pourrait provoquer une escalade des activités terroristes dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, notamment sur la façon dont les armes occidentales livrées à l'Ukraine s'évaporent. Et ce n'est pas tout. Ces actes terroristes sont directement menés par les forces armées ukrainiennes, les services spéciaux, des structures nationalistes et des organisations terroristes qui combattent aux côtés du régime de Kiev. Nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention sur la nature terroriste du régime de Kiev. Chaque jour, nous publions des faits confirmés, nous parlons des châtiments infligés aux auteurs d'attentats. Le régime de Kiev ne cache pas ses actes. Il en est fier. C'est devenu une partie intégrante de sa politique d'État. Et il admet utiliser des armes occidentales pour ses attentats, contre des infrastructures civiles, contre des femmes, des enfants, des journalistes, des hommes politiques, des agents de santé, des sauveteurs. Face au succès des forces russes sur le champ de bataille, et donc à l'échec de plus en plus probable des forces ukrainiennes, le régime de Kiev est de plus en plus tenté de recourir au terrorisme. Pendant ce temps, l'Occident lui envoie toujours plus d'armes et d'argent. Qu'en est-il alors de leur discours sur la paix, sur la nécessité de s'asseoir à la table des négociations, sur les droits de l'homme dont ils se targuent depuis des décennies? Tout cela est oublié? Je le répète encore, le langage des ultimatums, du chantage et des menaces est inacceptable pour nous. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et défendre les intérêts de notre pays. Et dans ces conditions, les objectifs de l'opération militaire spéciale, à savoir la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, deviennent encore plus cruciaux. Malgré une certaine tension constante dans les relations entre la Russie et l'Allemagne était jusqu'en 2022 l'État européen le plus proche de nous. Après la guerre froide, la Russie et l'Allemagne ont même aspiré à un partenariat global. Aujourd'hui, Berlin est le principal fournisseur d'armes de l'Union européenne pour l'Ukraine et Boris Pistorius appelle à tuer des Russes. Y a-t-il une perspective de normalisation des relations entre la Russie et l'Allemagne ? Que faudrait-il pour cela ? Vous posez la question comme si c'était de notre faute si de telles personnalités sont aujourd'hui présentes dans la classe politique allemande. Ce n'est pas notre responsabilité. Historiquement, nous avons toujours tout fait pour bâtir des relations respectueuses et pacifiques avec l'Allemagne. Nous avons pardonné ce qu'aucun être humain ou peuple ne peut normalement pardonner. Nous avons pardonné des dizaines de millions de morts, les tortures infligées à notre pays et notre peuple, les villes et villages brûlés, les musées détruits, les enfants torturés, le traitement inhumain réservé à notre peuple. Nous avons tout pardonné. Nous n'avons pas oublié. C'est pourquoi nous préservons les monuments, réalisons des films, enseignons l'histoire. Nous n'avons pas oublié, mais nous avons pardonné et tendu à nouveau la main de l'amitié, du respect mutuel, de la coopération. Nous avons proposé une relation normale, respectueuse, mutuellement bénéfique. Nous avons mis sur la table de nombreux projets.
Nous avons dit, si vous avez besoin de ressources, coopérons pacifiquement, partageons dans l'intérêt commun, sans sombrer dans l'inhumanité. Nous avons fourni des ressources à des conditions équitables. L'essentiel était de préserver l'humanité en nous. Que avons-nous obtenu? Ce que tout le monde peut voir aujourd'hui. Le plus terrible, à mon avis, est que l'Allemagne a complètement perdu la mémoire de ses propres erreurs. Elle a oublié sa réunification, qui n'a pas eu lieu par hasard, mais en dépit de ses crimes passés. Elle a oublié qu'il a aidé à se réunifier. C'est notre pays, notre peuple, qui aurait pu ne pas pardonner, mais l'a fait. Et aujourd'hui, l'Allemagne a trahi jusqu'à se souvenir. Elle s'est trahie elle-même. Vous demandez ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, des voix officielles en Allemagne appellent à la destruction de notre pays, de notre peuple, de notre État. Cela devient une obsession chez ceux qui dirigent actuellement l'Allemagne. Ils détruisent tout ce qui a un lien avec la Russie, sur les plans culturels, économiques, financiers, humanitaires, médiatiques. Des tirs sont effectués depuis des armes allemandes sur notre territoire et notre peuple, un peuple envers lequel l'Allemagne a une dette éternelle, notamment pour tous ceux qui ne sont jamais nés à cause de la guerre. On discute même de la production de missiles de croisière à longue portée sur le sol ukrainien, ce qui implique inévitablement la participation de spécialistes de la Bundeswehr. Ce n'est plus une influence occulte, c'est une implication directe. Les électeurs allemands qui ont récemment voté pour la normalisation avec la Russie, comprennent-ils où les conduit cette direction politique délirante? Ont-ils conscience? Ils semblaient avoir exprimé leur rejet de la militarisation contre la Russie. Et ensuite, dira-t-on encore qu'ils ont été trompés? Comme il y a 90 ans, à l'époque aussi, on leur a présenté un choix démocratique qui s'est soldé par une catastrophe historique. Il est évident que ceux que nous appelions des revanchards, mais qui restaient silencieux jusque-là, n'ont tiré aucune leçon de leur histoire. Les tentatives des autorités allemandes de parler à la Russie avec le langage des ultimatums et de la force sont absurdes, ridicules et immorales. Jusqu'où sont-ils allés? Ils divisent désormais les victimes de la Seconde Guerre mondiale selon leur nationalité. Ils nous attaquaient déjà en triant les gens par nationalité. Qui devaient vivre, qui devaient être esclaves, qui devaient être tués. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et maintenant, 80 ans plus tard, ils recommencent à diviser les victimes. Même les compensations aux survivants du siège de Leningrad sont attribuées en fonction de la nationalité. C'est une honte. Je pense que beaucoup d'Allemands ordinaires, cultivés, souffrent de ce qu'ils sentent approcher, une nouvelle catastrophe. J'ai donné une interview à un journaliste allemand. Il m'a demandé « Quand allez-vous nous sauver à nouveau ?» Je lui ai répondu « Quand commencerez-vous à vous sauver vous-même » Si vous posez la question de l'amélioration des relations russo-allemandes, elle ne s'adresse pas à nous, mais à eux. Mais avant cela, ils doivent d'abord se sauver eux-mêmes de la catastrophe vers laquelle ils se dirigent à nouveau. Le 14 juillet de cette année, le président des États-Unis Donald Trump a déclaré que si la Russie et l'Ukraine ne parvenaient pas à un accord de paix dans un délai de 50 jours, les États-Unis imposeraient des droits de douane à hauteur de 100% sur les produits russes, ainsi que des sanctions secondaires contre les pays achetant du pétrole russe. Parallèlement, Washington envisage de fournir à l'Ukraine les armes les plus modernes par l'intermédiaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les dépenses liées à ces livraisons étant prises en charge par l'Alliance elle-même. De telles actions de la part des États-Unis ne contredisaient-elles pas les déclarations de leurs dirigeants sur une résolution prochaine du conflit russo-ukrainien? Selon vous, quelles sont les raisons profondes de telles démarches? Tout d'abord, j'ai déjà en partie commenté cela. Ensuite, je vous invite à prêter de nouveau attention aux commentaires du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, lors de la conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai, le 15 juillet. Enfin, vous avez sûrement remarqué que chaque jour nous voyons diverses déclarations émanant de Washington, de la Maison-Blanche, du département d'État. Mais faut-il vraiment confronter ce qu'ils disent avec leurs précédents messages sur les réseaux sociaux ou avec leurs déclarations écrites ou orales? En réalité, on pourrait ne faire que ça toute la journée, s'asseoir et comparer. Je considère donc que cela est contre-productif et absolument inutile. Mesurer au millimètre près qui s'éloigne de quelle position, qui se rapproche de qui dans le contexte de ces prises de position internes aux États-Unis, y compris sur des sujets internationaux. Cela est pratiquement impossible. Il y a tellement de déclarations. Parfois elles sont en dissonance, parfois elles se contredisent, parfois elles coïncident, puis se contredisent à nouveau. Les analyser n'a aucun sens. Notre position sur la situation autour de l'Ukraine est clairement formulée. Nous avons des approches de principe, une volonté,
une aspiration à trouver une solution. Dès le départ, nous avions prévu une voie politico-diplomatique, mais puisque les Occidentaux ont choisi une autre voie, nous y avons répondu. S'il y a des demandes de négociation, nous avons déjà répondu que nous y sommes prêts, tant en 2022 qu'en cette année 2025. À présent, l'initiative semble bloquée du côté ukrainien. Apparemment, ils disent avoir besoin d'un cessez-le-feu stable et durable, mais ils évitent une nouvelle série de pourparlers, ou bien ils n'ont pas encore indiqué à quel moment ils seraient prêts à en tenir. Concernant les sanctions auxquelles vous avez fait référence, un nombre sans précédent de sanctions et de diverses restrictions a été imposé contre notre pays et contre nos partenaires internationaux. Il ne s'agit plus de dizaines, mais de milliers. Si l'on parle de sanctions secondaires, elles sont désormais innombrables. Il y en a tellement qu'en réalité, dans notre pays, les menaces de nouvelles sanctions sont perçues comme une banalité. Les Occidentaux se sont eux-mêmes acculés dans une impasse. Nous comprenons qu'il y aura des réponses de notre part. Nous partirons des réalités. Pour nous, ce n'est plus une nouveauté. Bien qu'ils tentent à chaque fois de présenter cela comme quelque chose de nouveau. Qu'y a-t-il de nouveau là-dedans? C'est leur politique. Ils la mettent en œuvre. Bien sûr, personne ne nie totalement les coûts liés à l'organisation actuelle de l'économie mondiale. Nous savons comment résister aux sanctions. Nous voyons qu'au cours des dernières années, des instruments et des mécanismes nationaux ont été développés permettant de compenser et de répondre de manière significative aux besoins liés à des possibilités perdues ou disparues. Nous le faisons de différentes manières. Je ne vais pas en faire la liste. Je pense que vous les connaissez bien. Nous avons appris à y répondre et nous considérons tout cela comme illégal. En tout cas, nous ne tolérons pas le facteur de menace. Je ne suis pas sûr d'avoir dit quelque chose de nouveau, j'ai simplement répété ce dont nous vous avons déjà informé à de nombreuses reprises. Peut-on encore parler de paix quand Washington livre des armes à Kiev tout en imposant un ultimatum à Moscou? Et que dire de Berlin, principal fournisseur d'armes à l'Ukraine, oubliant le prix du sang payé hier par les Russes pour libérer l'Allemagne? Le pardon donné par la Russie est-il définitivement trahi? Maria Akharova dénonce une amnésie historique criminelle et une résurgence du langage de la haine. L'Allemagne a complètement perdu la mémoire de ses propres erreurs. Aujourd'hui, elle a trahi jusqu'à se souvenir. Cette déclaration pose une question fondamentale. L'Allemagne est-elle redevenue un instrument des logiques de guerre américaine? Et les électeurs allemands sont-ils conscients d'être à nouveau entraînés dans un engrenage dont leurs grands-parents ont connu l'issue tragique? Quant aux États-Unis, comment croire en leur volonté de négociation alors qu'ils annoncent dans le même souffle l'envoi d'armes de dernière génération et des sanctions totales? Tout indique que derrière les discours creux sur la paix, se cache une volonté d'asphyxier la Russie et d'enflammer l'Ukraine. Mais jusqu'où iront-ils? Et qui leur demandera des comptes? Partagez votre avis en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. En conclusion, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.